J'avais intégré le fait que résister au sexisme était la preuve que j'étais compétente pour faire de la politique. Et là, le choix de François Hollande, c'est de nommer Manuel Valls. Et là, je considère que c'est pas possible de rester dans ce gouvernement. Ce qui se passe dans le vrai monde, c'est que les écologistes politiques, ils ont fait 5% aux dernières élections européennes, d'accord ? Et ce qui se passe dans le vrai monde, c'est qu'on est passé à 2 droits de la catastrophe et d'une majorité Rassemblement national dans notre pays. Bonjour, je m'appelle Pauline Rapilly-Ferniaud et vous êtes sur mon canapé. Bienvenue sur Polykit, le podcast qui vous donne les clés pour comprendre et changer le monde. Ici, on reçoit des personnes qui m'inspirent et dont j'espère qu'elles vous inspireront aussi. Aujourd'hui, je reçois Cécile Duflot. Qui est connue comme ex-chef des écologistes, qui a été ministre sous le gouvernement de François Hollande et qui est aujourd'hui directrice de Oxfam France. Bonjour Cécile. Bonjour Pauline. Bienvenue sur mon canapé. Merci, je crois que je suis déjà venue. Oui, sur lequel tu es déjà venue. Et donc, bienvenue à Boulogne-Billancourt, puisqu'on enregistre à Boulogne. Avant de commencer et de parler plus de politique et de Oxfam, etc., moi, j'aimerais que tu nous racontes un peu ta vie, la vie de petite Cécile et comment, où tu as grandi, dans quel contexte. Et ma question de journaliste préférée, est-ce qu'on parlait politique à table quand tu étais petite ? Alors, j'ai grandi dans le sud de la Seine-et-Marne, qui ressemble un peu à la Provence. C'est une petite ville, mais ma toute petite enfance, c'était dans la ville nouvelle, la cité, enfin les immeubles du quartier de Surville, et avec des parents très engagés, mais pas au sens politique du terme. Ils étaient tous les deux syndicalistes. Ma mère était engagée à la paroisse, à une époque où le catholicisme de gauche, c'était quelque chose qui était très vivant. Et oui, ça parlait beaucoup politique et actualité à la maison. Mon père lisait Le Monde tous les jours. Et je crois que la première fois où j'ai quand même commencé à vraiment apprendre la politique, c'est en essayant de reconnaître les caricatures de Plantu et quels étaient les hommes politiques qui étaient caricaturés par Plantu sur la une du journal. C'est comme ça que mon père quel âge quand tu faisais J'étais ça petite, j'avais 6-7 ans. Okay. Donc oui, on parlait beaucoup de ces sujets-là. Mais on disait aussi beaucoup que la politique, c'était sale et qu'il fallait s'en tenir à distance, en gros. Quelque chose qu'on entend encore dans les milieux engagés en dehors de la politique. Quelque chose qu'on entend très souvent, que je peux comprendre, et en même temps, pour avoir été plongée dans ce monde-là, pas forcément. Je veux dire, c'est pas forcément pire. Ni la violence, il y a des moments très durs, il y a des moments avec des gens tordus, mais il y a aussi des gens formidables et on peut faire des choses super. Ok, c'est bien, c'est une bonne introduction pour la suite. Comment tu te retrouves parce que tu es arrivé chez les écolos à la fois assez jeune et en même temps pas si jeune, parce qu'il y a des gens qui commencent la politique à 16-17 ans dans les organisations de jeunesse, et toi, c'était pas ton cas. Pas du tout. Comment tu passes la porte des écolos la première fois ? Je passe la porte des écolos la première fois, je pense, en 1999 ou fin 98, en allant voir les écologistes locaux de Villeneuve-Saint-Georges, parce que j'étais dans une ville, d'ailleurs, depuis, ça a continué, totalement sinistrée sur un plan politique. Et moi, j'avais fait des études à l'ESSEC avec une spécialisation économie urbaine, urbanisme. Et c'était aussi devenu mon métier. Et en fait, j'avais envie d'aider les gens localement à pouvoir faire des propositions de façon un peu, j'allais dire, comme plein de gens qui disent je pourrais donner un coup de main sur ces sujets-là. Et là, j'ai été attrapée au sens littéral du terme par la responsable du groupe local des Verts d'alors, qui s'appelait Liliane Daillot, et qui pendant 2 ans, tous les 6 mois, m'appelait pour me dire alors quand est-ce que tu reviens, mais entre-temps j'ai eu un bébé, et finalement elle a dit on a besoin de toi pour les municipales, on essaye de faire une liste, il nous faut des noms. Du coup j'ai dit ok, mettez mon nom sur la liste. Mais là aussi j'étais de nouveau enceinte, et puis de mettez mon nom sur la liste, je suis devenue 2e sur la liste. Et donc là, c'était plus tout à fait la même affaire. Et ensuite, après cette campagne municipale, j'ai été embringuée dans la vie interne des Verts par Liliane, qui m'a emmenée à un congrès départemental. Et ensuite, qui a fait mettre mon nom sur la liste des motions au niveau national. Et je me souviens, le pull que j'avais un pull rouge, elle tirait sur mon pull. Je me souviens de la personne qui notait les noms, et elle disait note son nom. Je disais mais non Liliane, elle dit. Et l'autre il dit elle a pas l'air d'accord. Il dit mais de toute façon les filles c'est jamais d'accord. Donc si tu les forces pas, t'en as jamais. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière politique. Vraiment, j'ai été... Mais je m'en rappelle encore, j'étais hyper rouge, aussi rouge que mon pull, je me sentais hyper gênée. Et puis après, il y a eu la présidentielle, le 21 avril, et du coup, je me suis mis aussi à vivre... Il y a des gens pour qui le 21 avril, ils n'étaient pas nés. C'est vrai. Je pense qu'il faut expliquer ce que c'était le 21 avril. Le 21 avril, c'est un traumatisme. Alors, il faut imaginer que, vu où on en est aujourd'hui, c'est un traumatisme parce que, à la surprise générale, vraiment générale,
Jean-Marie Le Pen est au second tour de l'élection présidentielle en face de Jacques Chirac et pas Lionel Jospin. Et là, tout le monde est sous le choc, vraiment, complètement abasourdi. Moi, j'étais petite, je m'en souviens assez bien. Je me souviens alors, c'était en 2002. Oui. Et j'étais, du coup, j'avais 7 ans, parce que moi, je suis née en 95, et j'ai des souvenirs très, très vifs de mes parents qui m'expliquent que c'est grave. Je sens qu'il y a une espèce de gravité. Et je me souviens, on était en week-end en Normandie, où je passe toutes mes vacances, et mes parents qui m'expliquaient que c'était très grave, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas allés voter, et quand on va pas voter, il y a le pire qui peut arriver. Et je sentais vraiment qu'il y avait un truc grave en jeu. Voté, quoi. Eux Oui, bien sûr. Et du coup, ils disaient, bon, là, ça va aller parce que tout le monde va aller voter pour Chirac, mais que vraiment, il y avait un truc... moi, c'est ma première vraie engueulade politique avec mon père, parce que moi, j'ai fait la campagne de Noël ma mère. C'était ma première campagne politique, après les municipales, donc hyper contente, j'ai collé les affiches, etc. etc. Et on sait que ça va arriver genre une demi-heure avant, et j'appelle mon père. Et là, mon père me pourrit. Il dit, voilà, avec vos conneries de voter pour des débiles, pour vous faire plaisir, j'ai 50 balais, je vais devoir voter Chirac. Il était hystérique. Et je me rappelle lui avoir répondu, moi j'ai 25 ans et je vais voter Chirac. Et maintenant j'ai 50 ans et j'ai beaucoup voté pour des gens de droite. Oui. Tout à fait. Mais c'est vrai qu'en plus, ça arrive qu'on reproche du coup à ceux qui veulent faire émerger des candidats écolos ou qui font... parce que c'est aussi ce qui a été dit. Question. Ce qui a été aussi dit, ça on en parlera après dans la situation politique, mais souvent on nous dit, faut faire la candidature de gauche utile, mais après, quand est-ce qu'on choisit pour qui on vote si à chaque fois, dès le premier tour, faut choisir. C'est compliqué. Et donc après, t'as été élu un peu à tous les niveaux. Oui. Et alors, t'as de la chance, parce que dans ce que tu racontes, je me reconnais déjà. Moi, j'ai adhérer aux écolos un peu de loin comme ça en croisant Julien Bayou en me disant j'aime bien comment il fait de la politique. Puis c'est le groupe local qui m'a attrapé par la veste, pas physiquement mais il m'envoyait des messages tout le temps. Et puis après en 2019 faut qu'on fasse une liste, Pauline, on te met en position éligible sur la liste du PS. Moi j'ai dit oula, pas le PS, non. Fait ok super, nous on est vraiment de gauche, viens avec nous, monte une liste. Et du coup je me suis retrouvée tête de liste à Boulogne, et puis après on brinquait dans les trucs de congrès interne, etc. Mais moi je suis dans l'opposition et toi tu as eu la chance d'être dans la majorité puisque tu as été adjointe. Quand tu étais conseillère régionale, c'était pas Pécresse à l'époque, c'était la gauche. Tu as aussi été députée quand la gauche était majoritaire et tu as été ministre. Et donc déjà, j'ai une première question. Quel était ton mandat préféré parmi tous ces mandats ? Alors, je crois que j'ai beaucoup aimé être présidente du groupe écolo à la région Île-de-France. C'était le plus gros groupe de l'histoire des écologistes de tout le temps. Il y avait 50 groupe à la région. Il y avait 50 élus. Et c'est le moment où Jean-Paul Huchon a dû comprendre qu'il était plus majoritaire seul, que même si on s'abstenait, il était plus majoritaire. Et que donc il fallait discuter avec nous. Ça a été une très grande leçon de compromis. Alors pour lui d'abord, parce qu'il n'était pas prêt. Mais pour nous aussi, de négociation vraiment, et puis de faire avancer les choses. Et c'est le moment où, à cette candidature, je porte le pass Navigo unique dans un espèce de fracas de débat. Avec le score qu'on fait au premier tour, 16%, on obtient ça dans une négociation nocturne dont je me souviendrai toute ma vie. Mais ensuite, on l'a vraiment fait. Donc ça, c'est satisfaisant. Et puis, j'ai adoré être ministre. C'est pour ça que c'était très dur de partir, mais j'ai adoré. Parce que je suis arrivée en 2012, vraiment, je pense, usée. Ça faisait 6 ans que j'étais secrétaire nationale. Je savais gagner des congrès, mais j'étais plus trop sûre de est-ce que la politique, ça fait vraiment bouger les choses, etc., etc. Enfin, au niveau national, j'avais pris beaucoup de coups. C'était vraiment dur. C'était avant MeToo. Faut imaginer ce que j'ai vécu même à l'intérieur des écolos. Et là, je me suis rendu compte que tout ce que j'avais appris en Popol, c'était utile pour naviguer et pour réussir à faire voter des lois qui changeaient la vie des gens. Et du coup, c'était super. Et puis, j'avais une équipe exceptionnelle. Enfin, c'est 2 années d'une intensité folle et d'une satisfaction énorme. Ok, donc ça répond à l'autre question que je me posais. C'est que moi, j'avais l'impression, mais peut-être parce qu'on est dans un moment politique différent de l'époque, mais moi, avant, je me suis dit, je me disais, une fois que t'es élu, t'as déjà un peu de pouvoir. Je me rends compte en étant élu dans l'opposition à Boulogne que j'ai aucun pouvoir à part me faire humilier tous les mois en conseil municipal. Et je me disais, oui, mais bon, après, si t'es député, t'as du pouvoir, ou si t'es sénateur ou sénatrice, ou si t'es maire, t'as du pouvoir. Et en fait, maintenant, j'ai des copains, copines écolos qui sont maires, par exemple, à Poitiers, ou qui sont députés, ou qui sont sénateurs, sénatrices, et je les vois. Vraiment, j'ai l'impression que le plus dur pour eux, c'est d'être confrontés à leur impuissance. Alors forcément, on n'est jamais complètement impuissant, mais qui ont très peu de pouvoir. Et du coup, je me disais, est-ce que toi, il y a des moments où tu te disais, je suis ministre, mais quand même,
j'ai pas le pouvoir de faire tout ce que je veux, ou il y a quand même eu des moments où tu te dis ok, là j'ai le pouvoir de pouvoir faire changer des choses? Alors d'abord, j'avais écrit un texte il y a très longtemps, c'est un de mes premiers textes que j'ai écrit qui s'appelait On est toujours le de base de quelqu'un. Donc on est le militant de base, mais on peut aussi être le député de base. Donc quand t'es loin, tu dis waouh, député, puis tu te rends compte que t'as des députés de base dont personne connaît le nom, qui sont voilà. On peut être un ministre de base aussi. Alors Macron a poussé l'exercice au sommet. Il y a des tonnes de gens, tu les croises dans la rue, tu sais, j'ai même pas une seconde, même moi, qui suis pourtant dans une structure où on travaille avec les ministres qui c'est même qu'ils ont existé. Donc t'es toujours le de base de quelqu'un, et même quand t'as des grandes réunions internationales, bah tu te rends compte que tu peux avoir le dirigeant d'un petit pays qui est le de base de tous les autres. Donc, tu as toujours des limites à ton action, mais tu as toujours une marge de manœuvre. En revanche, moi, ma grande leçon en étant ministre, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se débloquent au niveau national, notamment avec des dispositions législatives. Je donne un exemple. Tu veux être maire, tu veux développer le logement coopératif, il n'y avait pas la boîte juridique qui permettait de le faire. Donc, ce niveau national, paradoxalement, il était un peu désinvesti par les écolos qui disaient qu'il faut faire les choses au niveau local. Mais en fait, tu as plein de choses possibles ou pas possibles au niveau local suivant la manière dont les choses sont débloquées au niveau national. Donc moi, c'est se dire il y a plein de choses qui sont un peu mélangées. Et tu as toujours des limites à ton action. Tu as même des limites physiques. Enfin, c'est le principe même qui nous fait nous pencher sur les questions climatiques. Mais tu peux aussi avoir plus d'espace et plus de capacité d'action que ce que tu crois, y compris sur des sujets qui ne sont pas les tiens. Mais moi, j'ai une devise qui vient du royaume de Curland. Je te laisserai enquêter sur le royaume de Curland. Okay. Je vois que même Judith n'a pas la ref, donc ça veut dire que ça doit être très très spécifique. Qui dit « sans essayer d'aucun succès », que j'aime beaucoup. Voilà. Ok, très bien. Bon, je note. Et du coup, ça fait la transition sur du coup ministre. Tu as été ministre du logement et de l'égalité des territoires. Est-ce que tu peux nous développer un peu, parce qu'on dit tout le temps Cécile Duflot, ancienne ministre du logement. Non, on dit souvent Cécile Duflot, ancienne ministre de l'écologie. C'est dingue. Il y a plein de fois, même des journalistes, j'ai arrêté de discuter parce que voilà, il y a une sorte de synthèse qui s'opère. Le logement, c'est simple. C'est toutes les questions relatives au logement qui sont à la fois très importante parce qu'elle touche 100%, c'est un des sujets qui touche 100% de la population. Personne ne peut vivre sans un toit sur la tête. Ou quand tu vis sans toit sur la tête, tu vis mal. Ça fait partie des besoins fondamentaux de l'espèce humaine. Et l'égalité des territoires, c'est ce qu'on appelait pour une part l'aménagement du territoire, mais ça va plus loin. C'est l'idée de se dire en fait comment on réfléchit des dispositifs qui permettent à tous les territoires d'avoir des opportunités similaires. Okay. Et notamment de pouvoir réfléchir à la question des services publics, qui pour moi est qui était une question centrale il y a 10 ans, qui l'est toujours aujourd'hui, qui participe du sentiment de faire tous partie du même pays. Ok, mais du coup, égalité des territoires, c'est extrêmement large. C'est très large, ce qui permettait de se mobiliser sur différents sujets, sur la desserte des territoires en fibre et en haut débit, sur les questions ferroviaires et les questions de transport. Oui, ça permettait parfois de marcher sur les plates-bandes un peu des uns et des autres, mais d'avoir des discussions intéressantes aussi. On va faire un petit passage logement. À l'époque, toi, tu as mis en place l'encadrement des loyers. Donc, les lobbies de l'immobilier disaient que c'était impraticable, que c'était horrible, que ça allait être la catastrophe. Là, la semaine dernière, à l'Assemblée, il y avait le rapport d'une mission sur l'encadrement des loyers où on pouvait entendre à nouveau des personnes qui disaient que ça marchait pas, que ça servait à rien, que c'était horrible pour les propriétaires. En gros, si c'est pas renouvelé en 2027 ou 2028, ça s'arrête. Est-ce que tu peux nous parler de l'encadrement des loyers, puisque là on est encore dans une crise du logement. Comment c'était avant ? Qu'est-ce que ça a apporté ? Puisque globalement ça a l'air de marcher, c'est appliqué dans plus de 70 villes. Et qu'est-ce qui se passe si c'est pas renouvelé ? Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que avant 2013-14, enfin avant le vote de la loi Allure, la fixation des loyers c'était totalement libre dans toutes les villes, c'est-à-dire que l'appartement dans lequel on se trouve, il pouvait être loué 5 000 €. Voilà. Okay. Du moment que quelqu'un était OK pour le louer ce prix-là. Et parallèlement à la relocation, c'est-à-dire entre deux baux, tu pouvais augmenter le loyer, y compris d'ailleurs quand tu étais le même locataire. OK. Donc tu louais pendant 3 ans avec ce niveau de loyer, et puis le propriétaire disait oui, là je veux bien qu'on poursuive le bail, mais ça va augmenter de temps. OK. Ou si ça changeait de locataire, c'était la même histoire. Et ça a notamment pour les petites surfaces, fait que le montant des loyers a explosé.
pas du tout en proportion de l'augmentation des revenus. Avec des situations de tension très très fortes, avec des gens qui se privaient de manger pour se loger. Donc la question de l'accès au logement, c'est une question plus large que juste le prix du loyer. Il faut aussi qu'il y ait des logements, donc il faut transformer des bureaux vides en logements, il faut pouvoir en construire dans un certain nombre d'endroits. Mais l'encadrement des loyers, c'était remettre un peu de calme, c'est-à-dire d'essayer d'éviter que les loyers s'envolent. Et donc de faire un loyer de référence quartier par quartier et de dire que le loyer ne pouvait pas dépasser de temps ce loyer de référence. Ça a été surtout très efficace pour les petites surfaces. Il y avait des studios qui étaient loués à 1000, 1200 euros. Enfin, c'était délirant, vraiment. Ensuite, il y a eu plusieurs étapes. Il y a Manuel Valls qui a décidé de ne plus le mettre en œuvre, mais il y a eu une offensive de maires, notamment de gauche, qui ont dit si, on veut. Puis ensuite, il y a eu une nouvelle loi qui a été votée par la majorité d'Emmanuel Macron. Et là, ils ont abrogé le dispositif existant en le remplaçant par une expérimentation. Okay. En vrai, ils savaient que supprimer complètement l'encadrement des loyers, c'était pas possible. Donc, ils ont mis en place une expérimentation sur la base du volontariat des communes. Donc, c'était pas automatique. Il fallait que les communes demandent et qu'on les autorise. Ce qui est aberrant. Enfin, quand on y pense, si un maire dit « moi, je veux l'encadrement des loyers », il faudrait lui dire « bah, vas-y ». Enfin, voilà. Et donc là, on est à la fin de cette expérimentation. Et ce qui est pour moi la plus jolie récompense, satisfaction, c'est qu'il y avait des opposants de l'époque qui maintenant disent « ok, j'étais opposant, mais en vrai, j'en ai besoin ». Voilà, okay. Notamment des maires de droite. Et que c'est devenu une espèce d'outil pour les maires et pour les collectivités locales. Et en vérité, la politique du logement, elle peut être un peu idéologique, mais dès qu'on descend au niveau local... En fait, quand t'es maire et que t'as jour après jour des dizaines de personnes qui viennent parce qu'ils n'ont pas de logement, ou tous tes administrés qui disent « non mais moi, mes enfants ils sont obligés de partir », c'est le cas dans les zones touristiques tendues parce que les logements sont loués que en résidence secondaire, etc. En fait, à un moment, t'arrives à une sorte de consensus. Et je pense qu'on est à un point où l'encadrement des loyers, à part quelques rares exceptions, quelques lobbies, notamment certains propriétaires qui ont tort d'ailleurs, parce que plus tu as un loyer compatible avec les revenus de ton locataire, plus il va rester longtemps, moins tu auras de rotation. Enfin voilà, c'est intéressant, que c'est un vrai sujet intéressant. Alors ça a évidemment des limites, ça résout pas tout, ça va pas créer des logements qui n'existent pas. Beaucoup de gens disent oui, mais ça a poussé les gens à mettre les logements au plafond. Non, en Airbnb. Ah, oui. Mais en vrai, y compris dans les communes où il n'y a pas d'encadrement des loyers, les locations en Airbnb ont explosé. Et là, ce qu'on paye, c'est qu'il y a eu 7 ministres du logement en 7 ans. Donc, aucune politique un peu tenue dans la durée. Et donc, j'espère qu'il va y avoir un ressaisissement général. Je suis pas sûre qu'on s'avance vers plus de stabilité, mais j'ai pas vu le rapport. Le rapport, il conclut quoi finalement ? Le rapport lui-même, pas les expressions autour. Alors moi, j'ai juste écouté les gens en discuter parce que je travaille à l'Assemblée maintenant. Du coup, j'avais mis et j'étais en mode ça parle de Cécile Duflot parce qu'il y a Boris Tavernier qui est élu écolo, qui t'a cité en parlant de ça, et du coup j'ai tendu, il parle de Cécile Duflot, et du coup j'ai écouté tout le truc. Mais je pense que dans le rapport, il disait qu'il y avait que globalement ça marchait bien, mais qu'il y avait ils ont beaucoup parlé du fait qu'on puisse augmenter quand il y avait des petites surfaces en plus qui sont pas forcément habitables, mais qui donnent quelque chose en particulier à l'appart. Genre par exemple, si y a une petite pièce de 3 mètres carrés en plus. Le vrai débat, c'est le complément de loyer. Voilà, ils ont parlé que de ça. Il faut réglementer le complément de loyer. Parce que l'idée, c'était de dire, en fait, tu peux pas, c'est pas illogique qu'un appartement puisse être loué un peu plus cher s'il a une terrasse qui fait 20 mètres carrés. Voilà, tu vois, sauf que c'est devenu, les gens ils disaient j'ai repeint les murs, du coup je demande un complément de loyer, mais je pense qu'il faut effectivement mieux définir juridiquement le complément de loyer. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette loi-là, c'était déjà un compromis face à un torrent d'opposition hyper virulent. Mais j'ai l'impression que là c'était moins virulent du coup dans le. Non, mais c'est ce que je trouve chouette, c'est que en matière de logement d'ailleurs, un ancien ministre du logement que j'aime beaucoup, qui s'appelle Louis Besson, m'avait dit de pas me décourager. Il m'avait dit les politiques logement, ça crante. La loi SRU, on l'a votée une fois, elle a été abrogée, on l'a revotée. Et l'encadrement des loyers, même si c'est enlevé, ça reviendra, ça restera dans la mémoire, etc. Donc j'ai pas oublié. Donc on peut avoir confiance dans le fait que ça va rester même après la date 2027-2028. Je sais pas si on peut avoir confiance vu la situation politique actuelle, mais en tout cas, je pense que le niveau de consensus est beaucoup plus élevé qu'en 2012. Ok.
Avant qu'on parle de quand est-ce que voilà, tu as quitté la politique et comment tu es arrivé chez Oxfam, je voulais refaire un petit point quand en tant que chef de parti et ministre, qui était à peu près à la même période, même si c'était pas en cumulé, sur le sexisme que tu as déjà évoqué un peu tout à l'heure. Il me semble t'avoir déjà entendu dire ou t'avoir lu quelque part que tu disais que tu avais changé de vision sur le féminisme, notamment après MeToo, et que tu te rendais compte toi-même que tu avais pu intérioriser ou accepter ou avoir un niveau d'acceptation du sexisme qui était différent parce que l'époque était différente et peut-être parce que toi-même t'avais dû te renforcer pour survivre dans ce monde difficile. C'est pire que ça, c'est que je pense que j'avais intégré le fait que résister au sexisme était la preuve que j'étais compétente pour faire de la politique, et y compris des agressions sexuelles. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être, maintenant on dirait très clairement, victime d'agressions sexuelles, et de pas du tout ni le verbaliser, ni le penser ça comme une péripétie pénible, avoir une espèce de rage, mais être absolument convaincue qu'il n'y avait rien à faire et que j'étais capable de démontrer de la force. Par exemple, ce que ça a provoqué chez moi, c'est que je suis devenue quelqu'un qui n'avait pas du tout, ma mère, le maximum du niveau d'insulte que dit ma mère, c'est zut. Et moi, je suis devenue ultra vulgaire, ultra trash dans mon vocabulaire, parce que c'était le moyen de me faire respecter. C'est-à-dire, je m'achetais de la virilité externe par un vocabulaire hyper brutal. Et oui, j'ai eu une espèce de chemin de revisionnage de mes 15 ans, 10 ans de vie politique à haut niveau, en me disant waouh, quand même, tout ce que je me suis mangé, en fait, que j'aurais jamais dû. Et je suis tellement contente que ça ait changé. Mais aussi ce que effectivement, ça avait provoqué chez moi, de l'absence de patience à l'égard des femmes qui vivaient ça, en disant en fait, ça fait partie du job, meuf. Enfin, voilà. En gros, je me souviens, c'est une formule, le premier qui me l'a dit, il me l'a dit en anglais, c'est Danny Cohn-Bendit: si t'as peur de la chaleur, sors de la cuisine. Je crois que c'est Churchill. Et donc, c'était un peu ça, en fait. Et c'était totalement injuste. Quand j'y repense, c'était totalement injuste. Enfin, j'ai vraiment beaucoup d'empathie pour la jeune femme de 30 ans que j'étais. Je me dis waouh. Et je suis contente que ça ait changé. Mais il y a plein de choses. À cette époque-là, je n'avais pas du tout. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas relire avec nos yeux d'aujourd'hui des choses qui ont pu se passer à cette époque-là et l'attitude qu'ont pu avoir telle ou telle personne. Notamment de ne pas avoir dénoncé. Mais tu n'avais pas à dénoncer, vu que tu considérais même pas que c'était grave. Que ça faisait partie du job. Vraiment, c'est ça. Hein. Moi, j'ai vécu des remarques, des trucs de fou furieux, en vrai, aujourd'hui. Et donc, ça me fait sourire et ça me fait plaisir de voir que maintenant, il y a un niveau d'acceptation qui est proche de zéro. Et c'est super, parce que ça va vraiment faire changer les choses. Oui. Et en plus, je pense que il y avait le sexisme au quotidien, au sein du parti, des remarques que pouvaient faire d'autres hommes en responsabilité, etc. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de sexisme dans le traitement qui t'était réservé nationalement. Déjà, tu étais une jeune femme, tu étais écologiste, et en plus, tu portais des politiques de gauche et écolo. Et je pense que ça a beaucoup joué aussi sur le fait que tu n'étais pas bien traitée médiatiquement. Il faut regarder les Guignols, par exemple. Alors, ça faisait rire tout le monde parce que je reconnais que la marionnette était très drôle. Mais ma marionnette des Guignols, qui était donc une sorte de satire politique avec des marionnettes, c'était genre une ado provocatrice de 15 ans. Donc très infantile, en fait, très gamine. Et ça avait l'air de rien, mais ça colorait quand même forcément ce que je faisais. Et puis, surtout, mes décisions politiques, et notamment une décision qui était une décision compliquée, dont je ne sais toujours pas aujourd'hui si c'était vraiment la bonne. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme un devoir à l'époque. Je ne suis pas sûre que, rétrospectivement, 12 ans après, quand on voit ce qui s'est passé, ça s'interroge, qui était de quitter le gouvernement. Il y a une éditorialiste, une femme, qui a dit l'amoureuse déçue de François Hollande. C'était, elle a eu ses nerfs, limite, elle a eu ses règles. Enfin, c'était d'un sexisme, l'analyse de ce qui était pourtant un acte politique fondé, expliqué, justifié. Honnêtement, moi, j'ai serré les dents. Là, à l'époque, j'en avais totalement conscience et je me suis dit, de toute façon, il n'y a rien à dire. Si je me plains, on va dire, en plus, elle se plaint. Ouais. Et ça fait une petite transition sur quand tu as quitté la politique. Est-ce que peut-être tu peux d'abord nous faire un point sur pourquoi les écologistes quittent assez tôt, quelque part, le gouvernement Hollande dont vous étiez membre? Alors, moi, je suis ministre entre 2012 et 2014. Pendant cette période-là, il y a l'encadrement des loyers. Mais sur le plan écolo, c'est
un peu le calme plat, à part la décision d'accueillir la COP 2015, qui était une bonne décision, puisqu'il y aura l'accord de Paris. Mais il y a le CICE, il y a la loi travail, enfin il y a tout un tas de choses qui bruissent et qui font qu'on est quand même très en désaccord sur plein de sujets. Et puis, il y a 2014, les municipales, une claque monumentale pour la gauche, c'est-à-dire que tous les électeurs qui avaient voté pour la gauche aux législatives et pour François Hollande sont majoritairement très déçus, et ils le disent de manière hyper violente, alors qu'à l'époque, on avait le Sénat, tous les départements, presque toutes les régions, etc. Une époque que les moins de 30 ans n'ont pas connue. Un truc fou, enfin, vraiment, la gauche était au pouvoir partout. On aurait pu tout bien aligner. Et là, le choix de François Hollande, c'est de nommer Manuel Valls. Donc de renforcer, j'allais dire, la ligne politique qui a été désavouée par les électeurs. Et là, je considère que c'est pas possible de rester dans ce gouvernement. C'est pas le cas de tous les écolos. Il y a une partie du groupe et des parlementaires qui pensent que c'est une erreur. Moi, je pense qu'en plus, il y a un paramètre, c'est que je connais bien Manuel Valls et je sais qu'il n'est pas du tout ouvert au compromis. Donc après, on verra. D'ailleurs, il y a l'élément comparé. Benoît Hamon et Arnaud Montebourg sont restés dans le gouvernement. Ils sont partis 2 mois après. Puis après, on a vu le parcours de Manuel Valls. Ça, je ne m'étais pas trompée sur la personne. Mais ça a quand même donné le sentiment d'une rupture de cet accord qui avait permis notamment la victoire de 2012, qui, à mon avis, s'est jamais réparé. Et ça s'est effiloché. Et on finit avec les frondeurs et puis Benoît Hamon à 6%. Donc, on ne peut pas dire que c'était un succès. Voilà, c'est ça. C'est là où je dis que ma réflexion, mais j'ai écrit un livre pour raconter cette histoire, c'est qu'en fait, la division au sein de la politique, ça provoque aussi de la division au sein du corps social. Et ça, c'est quand même une réflexion que j'avais pas à cette époque. Ok. Après, on peut se dire que toi, tu avais ta partie de responsabilité, mais de l'autre côté, Hollande qui nomme Valls, même si vous étiez restés, peut-être qu'avec toute la bonne volonté du monde, à un moment... En fait, c'était peut-être sans solution. Ouais. Mais ce que j'aurais dû faire, c'est que pendant les 2 ans où j'étais ministre, vraiment, je voulais faire la démonstration que j'étais une bonne ministre. Donc, j'ai fait 2 lois, beaucoup de travail, etc. Mais j'ai pas du tout fait de popole interne et de rapport de force au sein du gouvernement. Je pense qu'il aurait fallu constituer une sorte de résistance à l'opération Valls-Le Drian, qui était en train de virer Jean-Marc Ayrault. Peut-être qu'il aurait fallu faire ça. C'est peut-être là qu'est mon erreur tactique, j'allais dire. Okay. C'est peut-être un truc très écologiste aussi, d'être les bons élèves. J'ai l'impression que les écolos un peu partout, c'est les meilleurs adjoints, ils veulent travailler dur, montrer avec un peu l'idée peut-être naïve, je sais pas, mais qui est à valoriser quand même, c'est que les gens ils se disent si je fais bien mon travail, ce sera reconnu parce qu'il y a une justice. Alors pour moi, la leçon, c'est qu'il n'y a pas vraiment de justice en politique. Ah non, ça c'est sûr, donc ça c'est certain. Parallèlement, il faut se souvenir, il y avait quand même beaucoup de tensions internes chez les écolos, donc il n'y avait pas non plus la capacité de s'appuyer sur des parlementaires. On avait un groupe à l'Assemblée et un groupe au Sénat qui étaient alignés avec ce qu'on faisait au gouvernement. Bref, il y avait plein d'éléments complexes. Difficile. En tout cas, on ne peut pas dire que moi, je suis tranquille moralement avec cette décision. Politiquement, après 2 quinquennats Macron, avec tout ce qu'on a vécu, je ne suis pas tranquille politiquement, voilà, pour être très honnête. Et comme j'avais fait l'exercice en 2014 d'écrire un livre sur pourquoi j'étais allée au gouvernement, pourquoi on avait fait l'accord avec les socialistes, pourquoi j'étais partie, j'ai voulu re-regarder les choses avec 10 ans de recul. Ok. On fait une petite transition de la politique à Oxfam. En gros, vers 2017, quand Macron arrive dans nos vies à tous pour nous la pourrir, toi, à peu près à la même période, tu quittes la politique et tu arrives chez Oxfam. Est-ce que tu as quitté la politique pour aller chez Oxfam ou tu t'étais déjà dit ok, stop la politique, là j'ai besoin de faire une pause? Alors moi j'ai perdu 2 élections, dont une extrêmement violemment, qui était plus qu'une défaite, qui était une humiliation, quand j'ai été battue en interne lors de la primaire de désignation pour le candidat écologiste à la présidentielle de 2017, parce que je suis même pas au second tour. Donc après tout ce que j'avais vécu, c'était, tu vois, le truc était raide. Et ensuite, ça, je m'y attendais un peu, en vrai, parce que je connais très bien les écolos. Et en 2017, là, je savais que j'allais perdre les élections législatives. Je voyais venir la vague après l'élection de Macron. Tu connais la logique. Et là, je me suis dit, soit je suis réélue, je continue. Mais si je ne suis pas réélue, j'arrête. Je fais autre chose. J'ai 42 ans. C'est le moment... j'ai vécu 10 ans avec le pied sur l'accélérateur, avec vraiment des choses qui étaient... le prix à payer a quand même été important.
Et je voulais pas devenir une vieille sénatrice aigrie et frustrée, quoi. Donc je me suis dit, c'est le moment de prendre la tangente. Et donc j'ai effectivement perdu les législatives. Et là, j'ai été 6 mois au chômage. Et on m'a sollicité pour candidater chez Oxfam, mais on a été, je crois, 125 candidats. Et ensuite, j'ai suivi un processus de recrutement comme pour un travail normal. Parce que moi, mon métier, pendant 10 ans, j'ai travaillé dans le privé, dans le secteur de l'immobilier. Et je trouvais ça bizarre, après avoir été ministre du Logement, de retourner travailler dans le secteur de l'immobilier. Okay. Donc j'étais un peu coincée parce que je ne pouvais plus faire mon métier, quoi. Okay. J'avais démissionné, par ailleurs, de l'entreprise où j'avais travaillé 10 ans. Et donc, je me suis posé la question de savoir ce que j'avais envie de faire. J'ai été sollicitée aussi pour travailler dans une boîte privée, en gros pour faire un peu de greenwashing. Et je me suis couchée un soir en me disant si je vais le faire, hyper bien payé, genre un truc de dingue. Et je me suis levée le lendemain matin, j'ai dit mais non, tu vas pas le faire, tu sais très bien que tu vas pas le faire. Voilà. Et donc là, il y a eu Oxfam. Et Oxfam, c'était exactement ce qui m'allait, c'est-à-dire d'abord totalement en phase avec mes valeurs. Ensuite, je pense que ma notoriété pouvait être utile en termes de porte-parole, mais aussi mon expérience de gestion, parce que j'avais travaillé 10 ans à gérer des structures et il y avait besoin de ça. Et surtout, il y avait une dimension internationale. Moi, j'étais purement franco-française et depuis 7 ans maintenant, je suis totalement dans une autre dimension et ça m'a changé la vie en très bien. Et j'espère avoir été utile à Oxfam aussi. Ok. Oxfam, pour les personnes qui... Parce que tu dis c'est complètement raccord avec tes valeurs. Est-ce que tu peux présenter un peu ce pourquoi se bat Oxfam ? Pour moi, j'ai l'impression que c'est le même programme que les écolos, hein, justice sociale et justice climatique. C'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, dans le monde des ONG, il y avait quand même d'un côté la solidarité internationale et de l'autre côté les ONG environnementales. Et Oxfam, pour des raisons historiques, a lié ces deux dimensions assez tôt dans son travail et dans son plaidoyer. Et donc, Oxfam, c'est à la fois une organisation qui fait des rapports et fait du travail de plaidoyer pour essayer de peser sur les choses en faveur de la justice sociale et climatique, et qui aussi est une ONG humanitaire et de développement avec des programmes sur le terrain et des collègues qui sont là quand il y a des catastrophes naturelles, qui sont à Gaza, qui sont là face au conflit, ou qui soutiennent notamment beaucoup d'initiatives de coopératives de femmes dans l'agroécologie notamment. Ok. Et qui est, j'ai l'impression, médiatiquement connu régulièrement en France à chaque fois que vous sortez votre rapport sur l'état des inégalités. Et du coup, j'ai l'impression que tu es la meilleure personne là tout de suite pour nous faire un petit état des lieux de la catastrophe climatique en cours et de l'état des inégalités en ce moment, dont on parle beaucoup moins. L'écologie, c'est un peu un sujet qui est passé... je veux dire, on a parlé des feux en Amazonie, puis l'année après, on avait oublié. Là, il y avait des feux à Marseille. Bon, ça faisait peu l'actualité. Et là, des inondations, Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on a un vrai sujet systémique. C'est-à-dire que le système capitaliste qui est le nôtre, un système d'accumulation de capital notamment, il est incapable de gérer ni la prédation des ressources naturelles, ni l'augmentation des inégalités. C'est-à-dire, il provoque un épuisement des ressources naturelles et aussi une augmentation des inégalités au profit des ultra-riches, c'est-à-dire une concentration de la richesse entre les mains de quelques-uns. Il y a 25 ans, la conquête spatiale, c'était des très grands pays. Aujourd'hui, c'est 2 milliardaires. Enfin, milliardaires, super milliardaires. Donc, si on ne s'attaque pas simultanément à ces deux sujets, c'est la conviction d'Oxfam, mais c'est aussi la mienne, on n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mener une politique qui limite les émissions de gaz à effet de serre de manière démocratique et acceptée si simultanément on ne s'attaque pas aux questions d'inégalité. Et d'ailleurs, on l'a vécu avec des éléments un peu pratico-pratiques. Le moment des gilets jaunes, l'augmentation de la taxe carbone, qui peut apparaître comme une mesure écolo parce qu'on dit qu'on va faire baisser la consommation en augmentant le prix de l'énergie. Mais en fait, si les gens ils sont obligés d'utiliser leur voiture pour aller travailler, tu les mets juste dans une situation impossible. Donc si les choses ne sont pas pensées de manière simultanée et symétrique, on se plante. Et c'est là où moi je te dis vraiment, je pense que l'écologiste que j'étais qui venait de l'histoire plutôt de la solidarité internationale, de la justice sociale, on va dire de la gauche plus traditionnelle. Moi, ma découverte de l'écologie, c'est 2000 et la lecture d'André Gorz. Vraiment, en plus de ma mère qui était une écolo de terrain, comme on dit, qui était une écolo scientifique en fait, c'est vraiment de se dire il faut croiser ces deux dimensions-là. Et il y a eu quand même un moment, alors toi tu es plus jeune, où il y avait une grosse priorité climat, biodiversité, où les questions emploi,
été un peu mises de côté. Et ce qui a créé d'ailleurs beaucoup de tensions entre les syndicats et les ONG environnementales. Moi, à l'époque, dans les années 2000, il y avait quand même cette tension-là. C'est-à-dire que les écologistes avaient tendance à dire la prio des prios, c'est le climat et la biodiversité. Le reste, ça viendra après. Mais d'abord, moi, je crois c'est difficile de dire ça. C'est pas très audible. Et surtout, en fait, ce qu'on sait maintenant, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment prendre ces deux sujets à bras-le-corps. Et c'est là la force d'Oxfam, ce qui mettait cette organisation dans une situation un peu bizarre, parce qu'on était à la fois au réseau Action Climat et à Coordination Sud, qui est la plateforme des ONG de solidarité internationale. Donc, on était un peu le cul entre deux chaises. Mais en fait, je pense que c'est la bonne position. Et d'ailleurs, depuis, beaucoup d'autres organisations ont rejoint cette vision partagée des deux sujets. C'est marrant parce que j'ai l'impression que chez les écolos, il y a encore ces deux tendances, parce qu'à chaque fois qu'il y a des congrès, etc., où parfois les gens se positionnent aussi par stratégie politique, mais fondamentalement, il y a encore un peu deux branches. La branche qui est verte et qui dit de toute façon, c'est d'abord le dérèglement climatique, et qui régulièrement dit « Ah, on parle plus du tout d'écologie », parce qu'on est en train de parler de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures, passer le 16 du mois, quoi. Ça, c'est on parle plus du tout assez d'écologie. Et de l'autre côté, il y a ceux qui disent de toute façon tout est lié, l'important c'est l'anticapitalisme et du coup tout va ensemble, etc. Mais j'ai l'impression qu'encore aujourd'hui, il y a encore ces deux branches chez les écolos. Oui, et une certaine impuissance aussi. Ça, si je suis obligée de dire le truc moins sympa, et j'ai essayé de le dire parce que j'étais invitée aux journées d'été des écolos, c'est que ça fait 40 ans que le parti écologiste existe et qu'il n'a pas réussi à gagner en mettant cette orientation politique-là comme cap à une action gouvernementale majoritaire. Et donc là, il y a un gros hic. Il y a aussi la question des compromis, de la manière d'avancer, de justement pas être sur des débats internes de comment il faudrait faire, mais d'essayer quand même de mettre en œuvre un certain nombre d'orientations. Ça, c'est vraiment aussi, pour le coup, Oxfam, c'est une organisation qui est tout le temps dans la discussion, notamment avec les entreprises. Nous, on a fait beaucoup de rapports sur les entreprises, sur les banques, mais en même temps, on est toujours ouvert à la discussion et à essayer de comprendre nos interlocuteurs, de voir si leurs arguments sont pertinents ou pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que si on veut y arriver, parce que c'est encore possible d'y arriver, en tout cas de limiter la catastrophe, il va falloir que tout le monde s'y mette et s'y mettre avec tout le monde. Donc ça ne peut pas être le fait d'une petite élite avancée, même au gouvernement d'ailleurs. Ça tombe bien que tu parles des journées d'été des écologistes, parce que même si t'es plus chez les écolos, t'es quand même jamais très loin. En tout cas, on te croise souvent à des événements écolos. Et aux journées d'été cette année, tu as dit une petite phrase qui a été relevée par quelqu'un de mon équipe qui a dit « Tu pourras demander à Cécile, elle a dit ça, moi je trouve ça bizarre. » Et parce qu'on n'est pas sûr de le comprendre. Vas-y. Il y a une citation. « Il faut qu'on soit capable, nous tous, et ça vaut pour Oxfam, de se remettre en cause. » Bon, ça on est tous d'accord. On s'est rendu compte que parler des inégalités, parler des ultra-riches, cela peut créer un sentiment d'injustice profond et que chez certains, cela se traduit par un vote de révolte qui est celui pour l'extrême droite. Ouais. Et du coup, on avait l'impression, nous, en lisant ça, que alors que vous faites souvent des rapports qui permettent de pointer ces inégalités immenses et qu'il y a une partie de la gauche qui a commencé à se dire « Ok, taxe Zuckman, faut taxer les riches, etc. » En lisant ça, on a l'impression que ça contribuerait aussi à faire voter pour l'extrême droite. Oui. D'accord, donc c'est bien ce que tu mais c'est pour ça que je dis, et je sais que ça froisse des gens, mais en fait, c'est bien d'être lucide. Moi, je suis une activiste et une militante, mais j'ai aussi de l'expérience maintenant et je supporte plus du tout ni les gens qui donnent des leçons, ni les gens qui font des petites stratégies en chambre et qui regardent pas ce qui se passe dans le vrai monde. Ce qui se passe dans le vrai monde, c'est que les écologistes politiques, ils ont fait 5% aux dernières élections européennes, d'accord et ce qui se passe dans le vrai monde, c'est qu'on est passé à deux droits de la catastrophe et d'une majorité Rassemblement national dans notre pays. Donc on ne peut pas dire que tout le monde fait tout bien. Et y compris nous, on s'est beaucoup posé la question de savoir, quand on parle de nos sujets, qu'est-ce que ça produit ? Et bien, ce sentiment d'injustice, il peut produire de l'aigreur, du dégoût, qui se traduit électoralement pas dans le fait de dire mobilisez-vous pour voter pour ceux qui vont taxer les ultra-riches, mais qui provoque un truc de toute façon, c'est tellement dégueulasse que foutu pour foutu, votons pour le Rassemblement national. Et je sais bien que ça défrise certains que je dise ça, mais c'est la vérité, parce qu'aujourd'hui, il y a une partie des gens qui n'ont aucun intérêt personnel à voter pour le Rassemblement national, qui en plus ne va pas du tout ni taxer les ultra-riches, ni tout ça, mais qui quand même font ce vote-là. Donc on est obligé de se dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a raté, comment faire pour que ça n'arrive pas. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'enjeu d'aujourd'hui. Je suis très attachée à mon pays. Je ne veux pas, pour rien au monde, qu'on laisse
glisser ce pays vers l'extrême droite. Et pour ça impose de pas se dire ouais, on est des génies, on fait tout bien, c'est tout ce qu'on dit c'est super, on n'a qu'à le faire, votez pour nous. Ah ouais, vous avez pas voté pour nous, bah c'est pas grave, tout ce qu'on fait c'est super, on est des génies, on continue. Ça me fatigue. Et j'ai la légitimité de le dire parce que justement j'ai fait partie de cette histoire. C'est aussi pour ça que je réfléchis sur qu'est-ce qui s'est passé en 2014, qu'est-ce qui s'est passé après. Moi je déteste les gens qui sont sûrs d'eux, qui pensent qu'ils ont raison tout le temps. Et moi je trouve qu'on a à se remettre en cause. Et c'est pour ça, par exemple, qu'Oxfam, on a beaucoup travaillé sur le vocabulaire qu'on utilise. Et notamment, au départ, quand on a travaillé, parce qu'on a mis à l'agenda du débat les super héritages. Au départ, on travaillait sur les super héritiers. Et on s'est dit, mais si tu fais ça, tu cibles des personnes, ça crée de la tension. Et en fait, finalement, ça rajoute de la tension dans un pays qui est déjà en tension. Et donc, on s'est dit, on va parler des super héritages. Et surtout, on s'est dit, on va dire 13 millions d'euros. Parce qu'à 13 millions d'euros, tout le monde se dit, bon, bah, même si moi, j'avais une tante inconnue qui me faisait un héritage de 13 millions, je m'en sortirais. Et donc, on va placer le débat à un autre niveau, pas le débat théorique sur les héritages, parce que le débat sur l'héritage en France, et d'ailleurs, il a été très bien instrumentalisé par les ultra-riches, tout le monde se dit, oulala. Tout le monde a l'impression que c'est son héritage. Exactement. Oui. Et donc, voilà, c'est typiquement ce genre de questions qu'on se pose. Donc, oui, bien sûr, j'ai vu les gens qui ont expliqué, eh ben, tu vois, Cécile Duflot, maintenant, elle pense qu'il faut même plus taxer les ultra-riches. J'avais même pas vu ces réactions-là. Moi, c'est vraiment dans l'équipe. Je m'en fous. En fait, moi, je ne veux pas être une actrice, parce que Oxfam et moi, avec mon histoire, on est des acteurs de ce qui se passe en ce moment. Et donc, tout le monde a une responsabilité. Et je déteste les gens sur deux qui, en plus, se foirent. Et ça, je l'ai appris aussi beaucoup des sportifs. Les sportifs, ils re-regardent comment ils ont fait, ils re-regardent leur pied d'appel, leur 1000 fois en se disant non, là, etc. Et ben, quand tu fais de la politique ou du militantisme, je pense que tu dois faire la même chose. Te dire, attends, c'est pas parce que je suis convaincue que ma façon de faire, c'est la bonne. Voilà. Et notamment, notre façon de parler, le vocabulaire qu'on utilise. Des fois, on utilise un vocabulaire qui est vraiment un vocabulaire de CSP++, de gens qui fait un truc, c'est que les gens n'osent pas dire qu'ils comprennent pas. Mais du coup, ils disent, ah ouais, d'accord, donc ça, c'est pas pour moi. Et ça, on peut envoyer ce message-là. Moi, je me souviens avoir entendu des écolos il y a quelques années parler de l'usage du vélo en zone rurale, en disant, mais franchement, les gens qui prennent leur bagnole pour faire 3 km pour aller à la boulangerie, bah, t'as déjà fait 3 km en vélo sur une départementale avec un camion, des camions qui s'enchaînent. T'as peur de mourir toutes les 30 minutes, toutes les 3 minutes. Donc, tu vois, tu peux pas dire ça. Oui, c'est pas la même chose que de faire 3 km entre Boulogne et la Porte de Saint-Cloud. Enfin, c'est ça aussi. Entre Boulogne et la Porte de Saint-Cloud aussi. Il y a pas tout aussi dangereux. Parce que maintenant, il y a vraiment des pistes cyclables partout. Sauf à Boulogne. Ici, il n'y en a pas. Nous, on est vraiment le pire d'Île-de-France dans tous les classements. Si tu veux faire en vélo, Boulogne et Porte de Saint-Cloud. Non, j'ai pris le métro. Ouais, c'est hyper dangereux. Donc voilà, moi, j'essaye de pas donner des leçons. Et puis de se dire qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche pas. Et par exemple, on a lancé ce qu'on appelle l'Oxfam Tour, où on va dans plein de villes qui sont des petites villes, parce que, par exemple, tu vois, Oxfam, nous, on fait des trucs dans les grandes métropoles, où on parle à des gens qui sont presque déjà d'accord avec nous. Et bien là, on va dans des plus petites villes, en mixant à la fois quelque chose qui ressemble à une conférence, mais aussi en faisant un bingo avec des lots à gagner, pour que des gens se sentent plus à l'aise de venir, parce qu'ils connaissent plus les codes. Et voilà, Et d'ailleurs, pour nous, c'est hyper agréable. Pour l'équipe, c'est super. Franchement, on a fait une fois à Besançon, ça s'est très bien passé. On va à Libourne bientôt et on va aller à Quimper, je crois. Ensuite, et vraiment, je maintiens cette phrase parce que je l'ai dite notamment après dans une table ronde où avant moi, plusieurs intervenants écolos avaient expliqué à quel point tout ce qu'on faisait, c'était super, comment il fallait faire et que si on était au pouvoir, franchement, ce serait génial. Et moi, ça fait 20 ans que je suis écolo. Et ça fait 20 ans que j'entends ces histoires. Et que tu constates bien qu'on n'est pas super. Et là, ça fait 13 ans qu'on se tape... Enfin, pas 13 ans. 10 ans qu'on se tape Emmanuel Macron et maintenant Retailleau. Donc, comment on dit c'est bien parce que du coup... Tout doux petit poney. À la fois, parce que du coup, ma question suivante, c'était plutôt, du coup, comment on fait ? Et tu as en même temps répondu, ah voilà, vous dites, ça te marchait peut-être pas bien, voilà, on va faire d'autres choses. Quand même, tous les rapports sur les inégalités d'Oxfam ont été très utiles pour beaucoup d'entre nous dans nos débats avec la famille. Hein. Bien sûr, et par exemple, il y a une chose qui est quelque chose qu'Oxfam fait et qui marche très bien, qu'on appelle, en français dans le texte, les killer facts, donc les faits qui tuent, avec des chiffres simples à comprendre.
tout le monde l'a déjà. Et moi, j'adore quand tout d'un coup me dit « Non, mais tu sais, toi qui t'intéresses à ces sujets, Cécile, tu sais que si tu avais économisé 10 000 euros par jour depuis... » Et je suis là. En fait, nos chiffres sont devenus propriété publique. C'est plus... Et notamment au moment de la réforme retraite, des manifs retraite, où sort le rapport Oxfam, on a chiffré en pourcentage de la fortune des millionnaires le besoin de financement tel que le gouvernement l'avançait, en disant 2% de la fortune des millionnaires français, des milliardaires français. Et bien ça, tu vois, ça permet de décentrer le débat. Et pour ça, il faut simplifier. Il faut simplifier. Et c'est-à-dire qu'il faut donner des outils, c'est ce qu'on appelle le pouvoir citoyen, pour que les gens puissent avoir ces discussions. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'on n'a pas vu le terrain sur ces sujets-là. Le débat sur la taxe Zuckman, le fait que ce soit soutenu par 80% de la population, c'est le résultat aussi d'un travail pour mettre... Voilà. Et sur ta question sur pourquoi arrêter la politique, moi j'avais besoin de me ressourcer, etc. Mais j'avais aussi cette leçon que, déjà il y a 10 ans, que l'écologie politique qui allait... de victoire en victoire vers la victoire finale, ça marchait pas trop. Et qu'il fallait faire maturer la société. Et je pense que sur la question des inégalités, depuis quelques années, Oxfam a vraiment, vraiment fait mûrir la société. Et pourquoi ? Parce que c'est une réalité. Le fait qu'on bat tous les records en matière de taux de pauvreté depuis 30 ans, c'est la vérité. Et d'ailleurs, ça, c'est un rapport qui a été publié par Oxfam en 2017 qui s'appelait « Vers un quinquennat des inégalités », avant que j'arrive. Donc, c'est une chose documentée. Sauf que parfois, quand les chiffres sont là, quand les données sont là, ça vaut pour le climat, t'arrives pas à passer. C'était ta question. Il y a des méga-feux, etc. Et je pense qu'il y a une des raisons, c'est que les gens ne voient pas le chemin. Ils ne sont pas en désaccord avec le constat, pas en désaccord avec ce qu'il faudrait faire, mais ils ne voient pas le chemin. Et je pense que maintenant, notre travail, c'est de paver ce chemin-là. C'est de dire c'est quoi la première étape, avec qui ça se fait, et de gagner en faisabilité. En se disant, bah ouais, mais là, il y a tellement de trucs à faire. Moi, j'ai déjà entendu ça chez des très jeunes, des vingtenaires, qui disent de toute façon, foutu pour foutu, autant qu'on en profite. Et donc, il faut faire très attention, justement, à comment on crante ce parcours-là. C'est marrant parce que moi, je suis moins jeune que les vingtenaires, mais j'ai l'impression que je faisais beaucoup d'éco-anxiété avant et qu'après 2022, c'est le moment où j'y ai cru parce qu'il y a eu la NUPES et bon, j'étais candidate ici, je savais que j'allais pas gagner, mais je pensais que mon camp allait gagner. Et en fait, pas du tout. Il y a 90 extrême droite à l'Assemblée et moi, vraiment, après, je pense que je faisais peut-être un petit burn-out et à la fin j'étais vraiment genre où mettre l'espoir et on partait avec Macron et je me suis dit bon j'arrête, ça sert à rien et tout, et je me suis aussi dit bon de toute façon pour la planète c'est foutu parce que petite j'avais un peu la date de 2012, je sais pas d'où ça sortait mais j'étais tout le temps oui si d'ici 2012 si d'ici 2012, donc 2012 c'était le moment où il fallait qu'on ait atteint plein de trucs. Bon 2012 est passé, puis 14, 15, 16, puis il n'y a rien qui changeait et là on est en 2025 et donc en 2022 je me suis dit bon de toute façon c'est mort et c'est comme si ça m'avait soulagée. Je me suis dit on va juste faire le max parce que chaque dixième de degré c'est des milliers de vies sauvées. Exactement. Donc on fait le max, mais ça m'a un peu soulagée cette idée de me dire bon allez de toute façon c'est mort mais alors faisons le max pour voir quoi. Alors moi en 2006 j'ai été très marquée par un livre d'Yves Cochet qui s'appelait Pétrole Apocalypse. À l'époque il était membre des Verts, moi aussi, et il parlait souvent de son livre où il expliquait que ça servait à rien qu'on s'engueule sur les JO de 2012, qu'il n'y aurait pas de JO en 2012. Paris était candidat à l'époque parce qu'il n'y aurait plus d'avions. Donc c'était toute l'époque l'annonce de l'effondrement. Et si on regarde tous ces livres qui ont été écrits, les dates qui ont été mises, il y a eu des JO en 2012, il y en a même eu en 2024, il y a toujours des avions. Donc, ça c'était scientifiquement faux, mais le deuxième aspect, c'est qu'en fait, face à l'effondrement, c'est-à-dire à l'annonce de la catastrophe, le réflexe humain naturel, c'est le déni. Tu te dis, je regarde même pas ça. C'est un processus mental. Donc, cette méthode qui consistait à paniquer les gens n'a pas fonctionné. Ça, c'est aussi une chose qu'il faut se dire. Ça ne marche pas. Ça marche d'ailleurs avec personne, en vrai. Donc, comment on fait autrement ? C'est aussi ça. C'est que quand tu essayes des choses, c'est pour ça que je te disais, sans essayer, n'aucun succès. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer. Il faut essayer, mais ça veut dire que ça peut rater. Mais ça peut aussi marcher. Et moi, j'ai pas perdu mon énergie parce que justement, pour le coup, la période du gouvernement m'a montré que, en fait, il y a beaucoup plus de choses possibles que ce qu'on imagine. Et puis surtout, je pense que moi, ce qui m'a complètement transformée, c'est le Covid. Le Covid, les politiques publiques ont fait virage sur l'aile en quelques jours. Et ça, j'avais cette intuition que c'était possible, mais là, j'en ai eu la conviction. Donc ça veut dire que si on le voulait vraiment, c'est-à-dire s'il y a cette volonté politique, on peut faire bouger beaucoup de choses très vite.
Mais si on veut que ça bouge très vite, il faut que l'alliance de ceux qui veulent le faire soit plus large. Et que moi, je dis souvent qu'on adore les patriotiques billionnaires chez Oxfam, c'est-à-dire des gens très riches, mais qui disent « taxez-nous plus ». Et qu'il faut essayer de faire baisser aussi le niveau de conflictualité pour essayer... Quand tu dois faire un truc tous ensemble compliqué, c'est mieux s'il y a une bonne ambiance, si tu tires les coups et si tu rigoles. Moi, chez moi, on faisait la vaisselle tous ensemble, dans ma famille, chez ma grand-mère, et on chantait à plusieurs voix. Et en fait... Après avoir déjeuné, tout le monde pouvait se dire ah bah flemme la vaisselle. Alors qu'en fait, comme c'était un moment sympa, ce truc qui aurait dû être chiant, bah ça devenait sympa parce qu'on chantait tous ensemble, on rigolait. Et ben ce qu'on a à faire, c'est un peu comme faire la vaisselle, c'est-à-dire c'est pas hyper fun. Faire baisser nos émissions, il y a même des trucs qui vont être chiants et les écolos n'osent pas le dire. Moi, je prends le RERD tout le temps, c'est pénible. Faut arrêter d'expliquer, c'est super les transports en commun. Des fois, t'es entassé, enfin voilà. Mais si tu le crées d'une manière différente, tu peux le vivre d'une manière différente. Et c'est ça qu'il faut qu'on réussisse à faire. En tout cas, moi, ce qui me motive, c'est ça. Et surtout parce que je crois en la politique publique, je crois qu'on peut faire les choses. Et je crois que quand tu y arrives, c'est hyper excitant. Ça me fait la parfaite transition. Parce que tu disais, faut qu'on fasse la coalition la plus large possible pour aller de manière joyeuse, faire un peu tous ces trucs... chiant, désolé pour le mot qu'on a à faire. Si on arrive sur aujourd'hui, la situation politique actuelle, je disais tout à l'heure, 2024-2014, on a l'impression qu'on est dans un monde différent, que la gauche était au pouvoir partout et que là, on n'a plus d'espace nulle part et qu'en cas de dissolution, on est encore en train de se dire faut qu'on aille tous ensemble, sinon on n'a plus aucun député, alors même que certains partis se parlent même plus. Quelle est un peu, toi, ta vision sur... la situation politique française et si tu avais un chemin à recommander pour qu'on s'en sorte, toi, c'est quel chemin tu vois pour s'en sortir, pas en sauvant les meubles, mais en essayant de reprendre le pouvoir peut-être un jour? Alors, tu aurais pu reprendre une interview que j'ai donnée l'année dernière allez voir l'interview qui a chiffonné des gens, et donc ça m'a fait rire parce qu'il y a des gens qui ont hurlé, j'ai dit c'est ça, et donc maintenant je suis de droite, allez-y, il n'y a pas de problème. Moi je m'en fous de ces étiquettes-là où tu essayes de stigmatiser les gens. J'ai dit, j'ai quand même un problème. En juillet 2024, la gauche arrive à la stupéfaction un peu générale, pas complètement la mienne, parce que pour le coup, maintenant que je travaille beaucoup sur ces questions-là, si on regarde historiquement l'évolution de l'indice de Gini, c'est l'indice qui mesure les inégalités dans un pays, quand il atteint un certain niveau, tu as une sorte de correction électorale avec une victoire de la gauche en France. On a un pays dont la République est née de l'abolition des privilèges, avec une vision forte de ce que signifie l'égalité. On a une idée de nous-mêmes en tant que peuple dans ce pays qui est intéressante et qui, notamment, est assez hermétique aux trop grandes inégalités. On ne trouve pas ça normal, collectivement. Et donc, moi, je n'étais pas si surprise que ça, mais ça fait 35%. Et là, il y a ce truc de on va gouverner tout seul. Pourquoi ça ne va pas ? Ça ne va pas parce que avant, on expliquait que c'était totalement anormal, qu'avec une absence de majorité, Emmanuel Macron et ses soutiens gouvernent quand même. Donc tu ne peux pas avoir dit à des gens ce que vous faites, ça ne va pas, et dire non, mais nous, maintenant qu'on a 35%, on va gouverner tout seul. Ça, je l'ai dit avec plein de gens. J'entends bien que beaucoup de gens, y compris des députés, etc., ne sont pas d'accord. Mais moi, j'aime bien la cohérence, en fait. Tu ne peux pas dire un truc. J'ai été secrétaire nationale des Verts pendant 6 ans. Ce que j'ai eu comme principe, c'est les règles, c'est valable pour tout le monde. Pour tes potes et pour tes ennemis. C'est comme ça que tu t'en sors. Si tu fais des règles différenciées pour tes potes et tes ennemis, tu n'as plus aucune crédibilité. Donc quand tu dis tu ne peux pas gouverner parce que tu n'as pas la majorité, tu ne peux pas dire ouais, moi j'ai pas la majorité mais je suis en tête, du coup moi je gouverne. Après ça a donné le sketch des 15 jours pour trouver un nom, etc., etc. Donc j'ai dit en fait il aurait fallu trouver des points d'accord avec une partie du centre. Pourquoi ? Parce que c'est mathématique. Tu as 577 députés, aujourd'hui, là, dans le Parlement qu'on connaît aujourd'hui, tu as 3 majorités possibles. Une majorité qui est la gauche et le Rassemblement national. Ok, ça n'existe pas. Une autre majorité qui est la gauche et le centre. Et une autre majorité qui est la droite, le centre, mais qui a besoin du soutien du RN. C'est ce sur quoi on vit depuis 1 an, un peu plus d'1 an. Sans le soutien du RN, il ne passe pas. Donc, une fois que tu as ces données-là, quand tu es démocrate, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, pour les gens de ce pays, je préfère qu'on tire le centre vers des décisions de gauche, même si ça ne va pas être totalement satisfaisant, plutôt que se fader retaillot. C'est quand même... Franchement, je suis désolée d'être un peu directe, mais c'est ça être démocrate. Et donc, j'ai bien vu qu'il y a des gens que ça chiffonnait. Mais la réalité, c'est têtu. Enfin, tu ne vas pas les inventer, les élus, les parlementaires qui ne sont pas là. Et par ailleurs, ça c'est une autre chose, c'est une autre leçon que moi j'ai prise. Ça fait 2 élections de suite que le corps collectif français
donne pas de majorité à l'Assemblée. Ce qui est hyper dur. Normalement, la Ve République, elle n'est pas prévue pour ça. Elle est prévue pour avoir un président et sa majorité, le doigt sur la couture du pantalon, qui vote tout ce que veut le président. Ben là, ça fait 2 fois de suite. Donc peut-être qu'il y a un message qui est envoyé. Et ça, faut l'entendre. Et de dire, vous n'allez pas pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il va falloir faire des compromis. Et franchement, pour le coup, en revenant sur la loi Allure, dans la loi Allure, celle dans laquelle il y a l'encadrement des loyers, il y a des dispositions qui ont été proposées par des élus de droite, de l'opposition à l'époque, on avait totalement la majorité, voire des amendements qui ont été acceptés parce qu'ils étaient intelligents. Sur plein de politiques, il y en a certaines sur lesquelles le débat il est fondamentalement idéologique. Il y a plein de sujets, les transports, l'investissement dans le ferroviaire, ça peut dépasser les débats droite-gauche. Le logement, aussi sur certains sujets. Et ça, c'est ce moment où on est où plus personne se parle. Enfin, moi, j'ai vécu des moments où j'étais députée, j'allais m'asseoir à côté des députés de droite et je discutais avec eux. Là, c'est devenu quasiment des camps retranchés, quoi. Et ça, c'est pas bon pour le pays parce que c'est ce que j'essaie d'expliquer. Ça alimente la tension dans notre pays. Et l'objectif final, quand même, du pouvoir et d'un gouvernement, c'est la paix civile. Ça, pour tout le monde. Et sauf pour les fascistes. Et donc voilà, je me dis que dans ce moment-là, il faudrait réussir à ouvrir cette discussion. Parce que tout le monde dit sinon dissolution, dissolution, il peut se repasser exactement la même histoire. Hein. Et même, on peut imaginer qu'un autre président soit élu et qu'il ait encore pas de majorité. Donc il va falloir commencer à réussir à faire autrement. Et je dis pas que ça me plaît, je dis pas que c'est ça dont je rêve. Bien sûr que moi j'aimerais qu'on mette en œuvre tout ce qu'on propose, et notamment chez Oxfam. Des fois je me dis franchement, si on faisait tous nos trucs, trop bien, ce serait cool. Mais après, quand les gens sont pas d'accord, parce que ça s'appelle la démocratie, t'intègres ce paramètre. Et je suis démocrate parce que c'est une longue conquête, et je suis républicaine parce que justement je suis attachée à ce triptyque qui tient bon et qui dit quelque chose de ce qu'on est, qui est liberté, égalité, fraternité. Et franchement, ces 3 valeurs-là, plus le temps passe et plus on voit ce qui se passe, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, plus on se dit qu'il faut tenir bien serré ces valeurs-là et bien serrer notre pays. Petite question avant qu'on passe aux questions de la boule et à si tu devais donner un conseil lecture ou un truc comme ça. D'abord, toi, tu as été engagée chez, je sais pas, on dit chez Génépi ? Au Génépi. Au Génépi, ok. Est-ce que tu peux dire un petit mot sur cette action ? Le Génépi, c'est une association qui s'appelait le Groupement étudiant national d'enseignement aux personnes incarcérées, qui est une association qui était née en 1974 et qui a été dissoute il y a quelques années, qui mobilisait des étudiants pour aller faire des interventions en prison auprès des détenus sur différents sujets. Moi, j'ai été écrivain public pendant 3 ans, et puis aussi qu'il y avait tout un travail à l'extérieur de sensibilisation sur les questions pénitentiaires, en disant que ça fait partie de la vie démocratique d'un pays et que les citoyens doivent connaître ce qui se passe dans leur prison. Ça a été très structurant dans ce que je suis, parce que j'y suis restée 4 ans. Ça a été mon premier engagement associatif. Moi, je n'ai pas fait de la politique à 15-16 ans, mais à 18 ans, 19 ans, j'étais 18 ans. J'étais au Génépi sur la réinsertion, sur le fait que la prison, ce n'est pas forcément la solution avec un S majuscule, et sur comment une société fonctionne. Voilà, c'est... Et j'étais très triste que cette association disparaisse, mais elle est plus ou moins en train de renaître avec des anciens. Ok, très bien. Parce qu'une fois qu'elle avait disparu, il n'y a plus personne qui prenait le relais de ce travail-là. Non. Ouais. Et c'était très dommage. Ok. Eh bien, merci. Je voulais faire un point Génépi. Et pour finir, avant de passer aux questions dans la boule, si tu devais donner un conseil à une personne qui ne sait pas comment commencer, comment se lancer dans l'engagement, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ? Moi, ce que je pense, c'est qu'on est bien comme personne engagée quand on est en phase avec ce qu'on fait. Quand on s'oblige... Et c'est aussi pour ça que moi j'ai fait cette pause de la politique. Quand on s'oblige et qu'on se force, on n'est pas forcément le mieux. Donc il faut se dire dans quoi je me sens bien. Est-ce que je me sens bien dans un engagement très concret ? Je vais prendre l'exemple d'Oxfam parce que nous, justement, on s'est dit qu'il fallait qu'il y ait plein de moyens de s'engager. Donc on peut être dans les groupes locaux, faire du plaidoyer auprès des parlementaires pour essayer de les sensibiliser sur nos thématiques, sur les lois. On peut aussi être bénévole dans les magasins. Dans les magasins de seconde main, et donc là on récupère des bouquins, on les met en rayon, on vend, c'est très concret, c'est un bénévolat très concret. Pour les gens qui ont moins de temps, ils peuvent être bénévoles sur nos trails. On a des trails, des marches solidaires de 100 km par équipe de 4 sans relais en moins de 30 heures, et on a besoin de bénévoles pour que ça fonctionne. Donc là c'est juste un week-end par an, ou 2 week-ends par an si on veut faire les 2 trails. Mais on peut aussi s'engager en politique, on peut s'engager dans des associations d'aide aux plus démunis. Il y a plein de
de possibilités d'engagement. Et il y a un site qui a été fait par le gouvernement qui est très bien, qui s'appelle jeveuxaider.gouv, dans lequel il y a plein d'offres de bénévolat. Et je pense que c'est une bonne chose, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que j'essaye. Et puis si on se sent pas bien, faut pas insister non plus. L'engagement, il faut que ça te brasse, quoi. Faut que tu sois content d'y aller. Si c'est trop dur, parce que tu t'exposes à des sujets que tu n'arrives pas à gérer ou parce que tu te sens pas bien avec les gens, faut essayer de trouver autre chose. En revanche, moi, je fais partie de ceux qui, je sais pas si je pourrais, enfin, je m'imagine pas vivre sans, quoi. Voilà. Je pense que juste avoir ma vie et avoir comme objectif la fin de mon prêt immobilier, tout ça, ma vie me semblerait fade. Ouais, parfois, quand je vois certaines connaissances ou potes à moi, je me dis, mais c'est fou tout le temps libre qu'ils doivent avoir en ayant juste leur travail et des loisirs qui sont purement des loisirs. Je me dis, c'est incroyable tout ce temps de dispo, quoi. Mais je me dis, mais moi, dès que j'aurai ce temps-là, j'aurais envie de m'engager pour faire un truc, quoi. Enfin, voilà. Temps, Et après, on peut aussi faire des pauses dans certains. Faut pas non plus. Il y a des gens qui se noient dans l'engagement, qui du coup souhaitent que leur bénévolat ou leur engagement, ça leur apporte des satisfactions qu'ils n'ont pas dans leur vie personnelle. Moi, je pense que tu es un bon engagé quand tu es bien stable sur ses deux pieds, quand ça va assez bien dans ta vie perso, quand c'est pas un truc pour combler un manque. Et je pense en particulier en politique, moi je pense que c'est extrêmement facile de se retrouver frustré en politique, aigri et en colère. Même je vois des gens autour de moi jeunes qui déjà se disent mais attends, mais je devrais avoir ça et je devrais avoir ça. Enfin, on a l'impression qu'il y a un retour sur investissement qui devrait arriver. Et moi, assez vite, j'ai l'impression d'avoir eu la chance d'être confrontée à des grosses injustices en politique, notamment ce qui est arrivé à la personne que je considérais comme mon mentor, qui était Julien Bayou. Je vais peut-être avoir des problèmes de dire ça sur mon truc, mais moi je me suis dit, ok, la politique c'est injuste. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, plus personne te calcule, tout le monde te sautait dans les bras, et puis un jour, t'es plus rien, et on te dit même plus bonjour dans la rue. Et j'ai l'impression que ça me servira pour ma vie politique, de me dire faut rien attendre, faut faire ce que tu penses être juste. Et si demain ou dans 10 ans, t'as rien fait d'autre que conseiller municipal de l'opposition, ce sera très bien quand même, parce que sinon c'est... Oui, et que ta vraie vie, c'est pas ça. Oui. Ta vraie vie, c'est pas ce que tu es ou ton statut. Ta vraie vie, c'est les liens que tu tisses. Moi, je le dis souvent, il y a une seule chose qui vaut dans la vie, c'est les liens que tu tisses avec les gens et l'amour, tout simplement, en fait. Et pour de vrai, quand t'es comme ça, les vicissitudes de la vie publique ou de la vie d'engagement, tu les vis différemment. Donc les deux choses sont pas du tout contradictoires, au contraire. Je regarde, ok, c'est bon, on a encore un peu de temps. Donc tu veux que je pioche ? Et on va prendre la boule. Et avant ça, pour être sûr d'avoir le temps, si tu avais un conseil lecture, et hors antenne, hors micro, tu m'as dit qu'il y avait peut-être un nouveau conseil lecture qui pourrait s'ajouter. Non mais ça, c'est un conseil promotionnel. Je vais sortir un livre au début du mois de novembre qui s'appelle Gagnons. Et qui dit justement que moi, je veux pas juste résister et je veux surtout pas perdre. Et donc, qui essaye de faire le même exercice de sincérité que celui que j'ai fait avec toi, de se dire qu'est-ce que je tire comme leçon. En fait, j'aime pas les gens assis, contents de tout ça. Et moi, je le suis pas. Donc, je me pose tout le temps des questions. Ok, très bien. Alors, si vous voulez savoir comment gagner début novembre, suivez l'actualité de Cécile Duflot et vous pourrez... avoir toutes les recettes. Et sinon, je donne un autre conseil de lecture, un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, qui est le livre de Mao Drama, qui s'appelle Que jeunesse se passe, et que j'ai trouvé ultra bien écrit, qui raconte un truc d'un rapport à la jeunesse, à la fête, et que j'ai ouvert et que je n'ai pas refermé avant de l'avoir fini. Ok, très bien. Merci pour les conseils lecture. Et maintenant, vos questions. Et donc, tu peux en prendre autant que tu veux en fonction du temps que tu mets à y répondre. S'il y a des trucs pas sympas, je crois qu'il n'y en a pas trop. Tu peux les jeter. Quand on aura fait passer la taxe Zuckman pour que le patrimoine des ultra-riches augmente un peu moins qu'avant, c'est quoi la prochaine étape ? Eh bien, rendez-vous sur le site internet d'Oxfam, sur le manifeste fiscal. Nous, on dit comment récupérer 170 milliards potentiellement. Et quoi financer avec ça ? Quelle politique d'investissement notamment ? Donc, il y a plein d'autres choses que la taxe Zuckman. Après, les débats publics, ils se focalisent sur un sujet, mais il y a plein d'autres choses. Ok. Ting ting. Comment c'était d'être au gouvernement de Hollande ? Comment ça se passait ? Y avait-il des conflits ou des petites anecdotes drôles ? Pour moi, c'était très impressionnant. Au début, j'avais très peur parce que j'étais pas dans un parti qui avait la culture d'être au gouvernement. J'avais jamais eu des fonctions dans un cabinet ministériel. Je connaissais personne, donc j'étais un peu tétanisée. Et en fait, j'ai assez vite compris qu'il fallait que je fasse mon style. Et donc, je vais raconter une anecdote qui a prescription.
Nous, on voulait communiquer très vite sur l'engagement sur l'encadrement des loyers. Il fallait l'autorisation de Matignon pour pouvoir communiquer. Et je négocie d'avoir droit à 3 questions à Cécile Duflot dans Libération. Donc 3 petites questions dans lesquelles je dis oui, voilà, on va faire l'encadrement des loyers. Donc ils valident mes réponses. Sauf que j'avais oublié de leur dire que c'était le dossier principal de Libération, la couverture et 4 pages pour expliquer comment on allait faire. Mais moi, j'ai juste fait valider 3 questions à Cécile Duflot. Voilà. Bravo. Vous avez dit dans une interview de David Dufresne que vous aviez vu que Macron était un vieux politique dans un corps de jeunes quand vous l'aviez rencontré. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites, en l'ayant cerné à l'époque, que vous auriez peut-être dû dénoncer cela avec plus de fermeté quand il s'est présenté en 2017, en voyant ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui? En même temps, en 2017, moi, j'avais fait la campagne de Benoît Hamon. Donc, j'étais surtout, pas du tout... Est-ce que tu aurais pu empêcher l'arrivée de Macron? Non, je crois qu'on était, on était très mobilisés pour essayer de faire autrement, mais voilà, ça fait partie de mes leçons. Tiens, le papier est différent. Coucou, pourquoi avoir refusé de soutenir les étudiants et les syndicats au CA de Paris 1 lorsqu'ils vous ont sollicité votre vote pour mettre fin au partenariat avec les universités israéliennes implantées en territoire occupé? Pour une raison très simple, c'est que les positions que je tiens sur des situations qui se passent dans d'autres pays sont doivent être validées par nos collègues du pays en question. Oxfam. Ouais. Okay. Donc, par exemple, si je dis quelque chose sur les États-Unis, mes collègues américains doivent valider ce que je dis. C'est une discipline très forte. Et pour le coup, vu ce qu'avaient à gérer mes collègues à ce moment-là, c'était pas le moment de leur demander en tant qu'administratrice d'université, ce que je ne suis plus d'ailleurs, ce que je devais faire. Ils avaient d'autres urgences. C'est qu'en fait, c'était pas tant Cécile Duflot, administrative de l'université, que Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France. Et... Okay. Je suis très vigilante sur ce que je dis. C'est une vraie discipline d'ailleurs, de ne pas pouvoir dire librement ce qu'on aurait envie de dire sur des situations internationales. Quelle stratégie adopter face au scénario catastrophique qui s'annonce pour 2027? Voilà. J'ai essayé de réfléchir. Je pense qu'il faut réussir à montrer qu'il existe un horizon. Il faut dégager cet horizon et il faut aussi faire baisser le niveau de conflictualité. Parce qu'en fait, ça, c'est quelque chose que j'ai compris petit à petit. Moi, j'ai été élevée dans cette histoire, notamment chez les écolos. Tu te bastonnes, y compris en interne, il faut purifier la ligne, virer les gens qui ne sont pas 100% d'accord avec toi, etc. Tout ça, dès que tu sors d'un cercle très militant, c'est incompréhensible. Et la deuxième chose, c'est que ce qu'on a à faire, c'est très compliqué. Parallèlement, le monde est très violent. Donc, dans un monde violent, avec des choses compliquées à faire, t'as pas envie de te faire engueuler. T'as pas envie que ça gueule. T'as envie d'être rassuré. T'as envie qu'on dise, on va y arriver. Et là, le climat politique, les tensions politiques, notamment à gauche, à mon avis, elles démobilisent tout le monde. Voilà. Et petite question sur ça, par exemple, tu disais à l'époque, moi je pouvais m'asseoir à côté des députés de droite et on pouvait se parler, mais aujourd'hui les députés de droite, ils ont quand même vrillé sur plein de sujets. Qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui disent des horreurs sur l'immigration, sur les étrangers, etc. Comment on baisse le niveau de conflictualité avec des gens qui insultent nos propres amis? Moi j'ai des potes qui maintenant sont en galère de papier alors qu'ils auraient jamais dû l'être. C'est juste la préfecture qui perd les papiers ou machin. Pour dire les choses, une partie de ça a commencé pendant le quinquennat Hollande. Moi, je me suis beaucoup fâchée avec Valls, c'était notamment tout ce qu'il disait sur les Roms, etc. Je rappelle, à l'époque, les Roms, c'était l'alpha et l'oméga de la politique française. On n'en parle plus du tout. C'était à la une des journaux tous les jours. C'est comme si c'était... Donc, on essaye de remettre de la raison. Et sur la droite, on est conscient qu'une partie de la droite est en train de dériver, comme ça s'est passé en Italie, et de faire une sorte d'axe avec l'extrême droite. Donc, c'est pour ça que le risque, il est encore plus important et que ça nous impose aussi de réfléchir différemment. Parce que la gauche en Italie, ils ont disparu. Et moi, je ne veux pas que ça arrive dans mon pays, qu'il n'y ait pas d'alternative politique, parce qu'on aura laissé tout glisser en se disant non, mais on n'est pas à 100% d'accord avec X ou Y. Et puis, je le dis aussi, alors il y a beaucoup de gens très jeunes qui regardent ton podcast et qui étaient sûrement pas nés, mais il y a eu une période de la gauche en France qui s'appelait la gauche plurielle, notamment entre 97 et 2000. Après, ça a été un peu plus compliqué, où des choses super ont été faites, dont le RMI qui est devenu le RSA, dont les 35 heures. Et dans ce gouvernement, il y avait des gens qui étaient d'accord sur rien. Il y avait Dominique Voynet, des écolos, et Jean-Pierre Chevènement. Ils n'étaient pas d'accord sur la nation, ils n'étaient pas d'accord sur la croissance. Et pourtant, ils ont réussi à faire des choses ensemble, et des choses pas mal. Donc ça aussi, c'est une leçon. C'est de se dire, il y a une forme de crédibilité dans le fait que des gens qui ne pensent pas complètement pareil sont capables de se mettre d'accord. Et ça, les politiques ont du mal à le comprendre. Ils ont envie de pouvoir décider eux-mêmes tout seuls, qu'avec leurs propres amis, et de faire que ce qu'ils ont envie. Et parfois, de se frotter aux contre-arguments, ça donne des politiques plus robustes.
Ok. Quel est son péché mignon écolo inavouable? J'en ai plein. Hein. Moi, je suis pas du tout parfaite. Hein. Tu chasses? Non, je chasse pas, mais T'as des copains chasseurs. Non seulement j'ai un excellent ami chasseur, mais qui m'a fait changer d'avis sur plusieurs sujets, et notamment sur un combat écolo qui apparaît comme fondamental, qui est celui contre les chasses traditionnelles, où on met tout dedans. En fait, il y a certaines chasses traditionnelles qui sont en vrai beaucoup plus écolos que chasser au fusil. Et les écolos ont contribué à vouloir faire interdire ces chasses qui sont beaucoup plus sélectives, beaucoup moins impactantes que des chasses au fusil. Okay. Et pour le coup, quand je parlais des choses qui m'ont fait évoluer, voilà, la première fois qu'il m'a demandé de venir dans sa cabane de chasse au filet, je me suis dit, ah ouais, d'accord, ok, donc ils tendent des filets entre des arbres et ils arrêtent tous les oiseaux qui passent. Comme une espèce de petite conne de parisienne qui connaissait rien. Et ça a été une grande leçon de découvrir ça, parce que j'avais un authentique a priori et j'étais quand même sûre de moi. Et j'aurais pu signer des pétitions et faire des manifs en disant des grosses conneries. Voilà. Donc je fais toujours attention. Et j'essaye toujours de ne pas me fier à ma première impression sur un certain nombre de sujets. Enfin, je parlais de écolo inavouable. Ensuite, si, ma seule vraie passion écolo inavouable, c'est ma 4L. Ouais, ça va. Il y a pire. Comment avez-vous vécu votre prise de fonction en tant que ministre du Logement? Comment vous réagissez à la crise du logement en France? Comment je l'ai vécu? C'était vraiment dur. J'ai ressenti énormément de pression. Je voulais être à la hauteur. Je voulais vraiment être à la hauteur. Et donc, j'ai beaucoup travaillé. Je me suis beaucoup concentrée. Et comment je réagis à la crise du logement? En fait, quand il n'y a pas de ministre du Logement, parce que 7 ministres du Logement, 7 ans, c'est pas de ministre du Logement, ça aggrave la crise du logement, qui est un sujet déjà très compliqué. Et surtout, pourquoi je dis qu'on est modeste? Parce que quand on est ministre du Logement, vous inaugurez des bâtiments ou vous commentez des résultats de mise en chantier qui sont le résultat de politiques décidées par votre prédécesseur ou même le prédécesseur de votre prédécesseur. Et à l'inverse, vos succès éventuels, ce sera jamais vous, ce sera forcément un successeur de successeur qui en parlera. Donc ça rend hyper modeste, ministre du Logement. C'est à la fois passionnant, mais ça rend hyper modeste. Je pense qu'on peut en prendre encore 2 rapidement et après on fait un petit mot de la fin. C'est quoi votre plat préféré ? J'en ai plein, mais il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est le confit de porc avec des patates. Faudra couper, je peux pas mettre ça moi. Si tu sais mais quoi ? Je rigole. J'ai vraiment je pense que je pourrais être végétarienne, sauf le porc. Il faut pas que je la cite parce qu'elle va... mais sauf quelqu'un que je connais qui est végétarienne sauf pour la le charcuterie. Saucisson. J'ai pensé à la même. Je connais bien cette personne. Non, c'est vrai. Moi, une partie de ma famille vient de Lozère. Et comme dit mon père, quand il était enfant, sa grand-mère, elle mettait un morceau de saindoux dans la poêle et elle disait, bon, on mange quoi aujourd'hui ? Donc voilà. Non, après, c'est pas mon plat préféré, c'est mes plats préférés. J'ai un amoureux qui fait la cuisine comme je sais pas qui, et c'est extraordinaire. Et justement, il cuisine ultra bien les légumes, donc on mange pas très souvent de la viande. Ouf, et c'est très, pour les très cochons. Bon. Je rigole. Non, mais il faut qu'il soit bon le cochon, faut pas qu'il... Voilà. Et bref. Et on refera un podcast sur ça et sur... Voilà. Je pense qu'on a le temps de prendre une dernière question, genre en 30 secondes, et après je fais un... Allez, une du fond. Question concernant le climat, comment s'adapter au réchauffement climatique. Wow. En 30 secondes. Justement, il y a 1 an, on a publié un rapport Oxfam sur l'adaptation au changement climatique et sur l'aggravation des inégalités que provoque la non-adaptation au changement climatique, parce que il y a un vrai sujet chez nos organisations d'être un peu timide avec cette question-là jusqu'à maintenant, en se disant mais si on parle d'adaptation, ça veut dire qu'on a perdu la bataille de la baisse des émissions. Et en fait, il faut se dire qu'il faut faire les deux en même temps. Et c'est pour ça qu'on a lancé le nouveau recours avec l'affaire du siècle, le recours des sinistrés climatiques, pour dire là, l'État doit agir. Et ça, je pense que pour le coup, pour accrocher tout le monde va comprendre. Parce que si les polices d'assurance sont multipliées par 3, tout le monde va comprendre qu'il faut se bouger. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Et puis c'est bon. Merci pour tout. À bientôt. Merci beaucoup, Cécile. Merci, Pauline.